Merci, Chaben. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, pour enchaîner, donc on va partir sur un webinaire d'à peu près 1 heure sur l'IA générative avec Wael ici présent. Alors, avec Wael, on a une conviction qui est forte, qui est de se dire que pour comprendre les usages et les tenants et aboutissants de l'IA générative, on a besoin d'avoir quand même des bases sur la technique. Et donc, on vous a proposé eh bien, un planning suivant, bon, une introduction, 5 minutes, hein, on va se présenter l'un et l'autre. Une deuxième partie sur les bases, et notamment les bases des LLM et les bases de la génération d'images, par exemple les modèles de fondation. Voilà, ça va être assez light, mais ce sont des bases qui vont vous permettre de mieux utiliser, de mieux comprendre qu'est-ce qu'on appelle IA générative et les applications. En troisième partie, on vous proposera des projets qui ont été réalisés, soit par Well côté Data Reply, soit par moi-même. Et puis on finira, donc ça nous amener vers 17h30 par une table ronde avec vos questions et puis des échanges autour de l'IA générative aujourd'hui et surtout demain. Voilà. Well, je te laisse te présenter. Merci Adrien, merci Chaben. Moi je suis Wael Sedani, je suis un docteur en machine learning de l'Université de Limoges. À la base, je suis un ingénieur en télécommunications, diplômé de Subcom en Tunisie. Et maintenant, je suis un senior machine learning et data engineer à Data Reply France. Ouais, donc pour Data Reply, en fait, je vais présenter rapidement Data Reply puisque je représente aujourd'hui le groupe Reply dans ce webinaire. Donc le groupe Reply, c'est un groupe de conseil européen d'origine italienne avec 14 000 collaborateurs presque partout dans le monde et 2 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est 700 en France. Donc, il y a en fait les 14 000 collaborateurs, ils sont principalement en Italie, en Allemagne et en UK. Aujourd'hui, avec les 700 personnes en France, en fait, on essaye de grandir de plus en plus et bien évidemment, on recrute pour les gens qui sont intéressés. Voilà, donc moi, en fait, je représente aujourd'hui Data Reply France, qui est une entité au sein du groupe Data Reply, et on ne travaille que sur des entités au sein de Reply, pardon, du groupe Reply, et on ne travaille que sur des projets liés à la data, bien évidemment, tout ce qui est data engineering, IA et data science. On a aussi la partie BI, donc data visualization. On a aussi une équipe qui travaille sur les architectures data, etc. Et une équipe qui travaille aussi sur la gouvernance. Donc, on a pas mal de clients en France et à l'international, dans plusieurs domaines, dans le retail, le transport, banque et finance, etc. Donc, on n'a pas vraiment, on n'est pas axé sur un seul domaine, mais on couvre plusieurs domaines, plusieurs secteurs, du coup, mais principalement sur des sujets liés à la data. Voilà. De mon côté, donc Adrien Pellegrini, donc moi je suis expert indépendant avec un peu plus de 11 ans d'expertise dans la data en général et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui spécialisé plus sur de la stratégie, que ce soit au niveau data ou intelligence artificielle, l'IA générative, on va en parler aujourd'hui, et tout ce qui va être analytics augmenté. Voilà, pour faire court. Allez, on va enchaîner tout de suite dans le cœur du sujet. Alors, avant de parler technique, on va juste regarder un petit peu le marché, la vision qu'on a autour de cette IA générative. Déjà, pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais entendu IA générative, alors je pense personne dans l'Assemblée, mais ça pourrait quand même être le cas. Quelle est la différence entre une intelligence artificielle prédictive, qu'on aurait vu depuis très longtemps, et cette intelligence artificielle générative, qui, elle, est apparue, alors on va voir, et Wayne va nous en parler aussi depuis longtemps, mais on va dire pour le grand public, c'est 2021, 2022, ChatGPT, ainsi de suite. La vraie différence, c'est en fait son but. Voilà, c'est son but. L'IA prédictive, elle, va essayer de prédire et donc de soutenir des aides à la décision, soutenir des résultats. Par exemple, une probabilité. Est-ce que ce client va acheter ou non? Voilà, ça c'est une probabilité. Eh bien, c'est de la prédiction.
De l'autre côté, on va avoir l'IA générative qui, elle, n'a pas ce but-là. Elle ne doit pas prédire quelque chose, mais elle doit générer. Voilà. Et donc, un algorithme génératif, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va toujours essayer de générer des textes, des images, des réponses par rapport à ce que l'humain va lui donner. Alors, attention, on dit génératif, on ne dit pas forcément créatif. C'est pas exactement la même chose. On a l'impression que l'IA va être créative, mais non, elle va se faire seulement générer sur une base d'apprentissage qu'elle a au départ. Alors pourquoi on vous en parle aujourd'hui? Un tout petit peu de chiffres, hein, je vous promets, ça dure une seconde. Parce que c'est le sujet clé. Voilà, c'est le sujet clé. Si vous regardez Bloomberg avec son étude, voilà, ils disent très très forte croissance d'ici à 2032. Bon, après les chiffres, à voir, on verra ça dans le futur. Ce qui est intéressant, c'est que ça va toucher l'ensemble des parties de la chaîne informatique en général. Ça va toucher tout ce qui va être le hardware, donc les machines, tout simplement, notamment les cartes graphiques, notamment les processeurs. Et ça, on estime à une augmentation x17 entre aujourd'hui et 2032. Ça va toucher les softwares, donc les logiciels, avec une augmentation x 186, ce qui est prévu par Bloomberg. Et donc, c'est-à-dire voilà, tous les chats GPT, ainsi de suite que vous avez, ça va toucher énormément de logiciels. Mais aussi les métiers, puisque en transformant l'informatique, en transformant la façon dont on va discuter avec les programmes informatiques, ça va nous permettre de créer derrière aussi d'autres choses. Et notamment, bon, vous avez des exemples qui sont ici, donc les jeux, la publicité, le consulting, et les consultants, hein, ou autres. Eh bien, tous ces métiers vont être transformés pour intégrer une partie de cette IA générative. Voilà. Donc, on touche vraiment toute la chaîne de valeur. Et on est, on va dire, au moment critique. On est vraiment sur ce moment où la hype est la plus grande, et vous l'avez vu, je pense, avec les derniers jours et toute l'histoire autour d'OpenAI. On est au top. Si on prend le hype cycle du Gartner, qui nous dit qu'est-ce qui va être la tendance, et bien si on regarde juste après, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais juste après, vous avez vraiment la désillusion, c'est-à-dire la pente raide qui descend, et qui nous explique que, attention, on a beaucoup d'attentes sur cette GenAI, énormément d'attentes, on pense que ça va révolutionner le monde, je mâche mes mots, et au final, on va se rendre compte que techniquement, on n'est peut-être pas à la pointe, que dans la transformation des entreprises, on n'est peut-être pas non plus à la pointe, et on va être dans la désillusion. On est à ce moment-là, et donc c'est important que ce soit pour les étudiants de l'ESCA ou que ce soit pour les professionnels, de comprendre qu'est-ce que c'est que techniquement, et donc qu'est-ce qui va être cette désillusion demain. Et pour conclure cette overview, et puis je laisse la parole à Wael sur la technique, bon, bah, ça touche un petit peu tous les domaines informatiques, on vient d'en parler. Je vais passer assez rapidement, c'est Datacamp qui a sorti cette map des providers d'IA générative. Nous, on va s'attaquer aujourd'hui au plus gros paquet, c'est-à-dire le texte en premier, et puis l'image en second. Et Wael, je te laisse la place sur qu'est-ce que c'est que l'IA générative. Yes. Merci Adrien. Donc, avant de commencer, bon, on a déjà commencé, mais avant de deep diver sur les spécificités de cette nouvelle technologie, qui n'est pas nouvelle réellement. Donc, c'est quoi l'IA générative? En fait, c'est en deux mots, c'est une techno qui permet de créer des nouveaux concepts, des nouveaux contenus à partir de données exemples. Donc, ça, c'est en deux mots. Et quand on parle de l'IA générative, on parle forcément du deep learning. Donc, c'est une sous-catégorie du deep learning, c'est-à-dire elle est basée principalement sur des modèles de deep learning. Après, en fait, pour moi personnellement, il y a 4 dates très importantes pour l'IA générative. Donc, je vais choquer peut-être quelques-uns d'entre vous, mais en fait, réellement, c'est pas une vraie révolution technique parce que les technos, en fait, ils existent depuis longtemps maintenant, depuis les années 50. Donc, avec le premier réseau de neurones, Perceptron, en fait, qui a été inventé dans les années 50 par l'américain Frank Rosenblatt. Et après, en fait, une autre date très importante qui est l'apparition des réseaux GAN avec Ian Goodfellow qui a aussi commencé à montrer qu'on peut justement, grâce au deep learning et des algorithmes de deep learning, on peut commencer à générer un contenu à partir des données qu'on dispose.
Après, en fait, ce qui a peut-être révolutionné un peu les architectures deep learning et qui a mené à voir aujourd'hui ChatGPT et autres, c'est l'apparition des transformers en 2017 avec le papier le plus connu, qui est très connu en fait dans le monde de la recherche scientifique, qui est Attention is All You Need. Donc, c'est un papier scientifique qui a été fait par une équipe de Google sur cette architecture extraordinaire qui s'appelle les transformers. Et finalement, en fait, on a en 2022 l'apparition de l'agent conversationnel ChatGPT et ce qui a permis justement au grand public de toucher à l'IA générative, de l'utiliser et de voir l'impact de cette technologie dans leur quotidien. Après, en fait, dans l'IA générative, il y a plusieurs technos. On parle des réseaux GAN. Bon, vous n'êtes pas obligé en fait de les savoir, mais c'est bien de les mentionner, je pense. En fait, il y a les GAN, il y a les transformers, il y a les autoencodeurs, diffusion, etc. Donc, il y a plusieurs technos, plusieurs architectures de deep learning, en fait, qui permettent justement de générer du contenu. Après, pour les applications, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs applications qui génèrent de l'image à partir de l'image, ou bien du texte à partir du texte, ou de l'audio à partir de l'audio. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut peut-être combiner deux types d'applications, c'est-à-dire de l'image et du texte pour générer le texte et l'image. Par exemple, il y a des modèles aujourd'hui sur OpenAI en fait on donne une image plus un prompt, c'est-à-dire plus un contenu, plus un texte, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, en fait, modifier cette image ou bien faites ce que vous voulez. Et après, j'aurai une image comme output. Là, c'est génial. Donc, on peut combiner deux types de données dans une seule architecture. Donc ça, c'est important. Je parlais tout à l'heure des transformers, je ne parle pas de ça, justement, mais je parle d'une architecture qui est apparue, comme je vous ai dit, en 2017. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est l'architecture de base, c'est la première architecture des transformers qui a été justement introduite en 2017 avec l'article Attention is all you need. Donc là, on voit bien que c'est une architecture qui est basée sur un principe très important, qui est le principe d'attention, qui est justement inspiré du fonctionnement du cerveau humain, où on donne généralement plus d'importance à certaines parties d'une information. Donc là, en fait, le principe d'attention, c'est qu'on donne de l'attention, on donne plus d'attention, plus d'importance à une partie bien déterminée dans une phrase. Ça, c'est très important. Et donc, ça, c'est le principe mathématique qui est derrière les transformers, plus la capacité énorme d'avoir de paramètres, etc., dans les transformers. Donc, ça, c'est important. Juste, si tu reviens. Ouais, merci. Donc ça, en fait, les transformers, en fait, ils sont basés aussi sur un principe très important qui est le Next Token Prediction. C'est-à-dire, en fait, par exemple, pour cette première architecture, le premier use case avec ce premier article, en fait, c'était pour la traduction français-anglais. Donc là, l'idée, c'était de donner plusieurs paragraphes, plusieurs phrases en français et donner leurs équivalents en anglais. C'était sur des données de Wikipédia au début. Donc, les mots, les phrases en français et leurs équivalents en anglais. Et là, en fait, on entraîne le modèle pour qu'il comprenne justement les, le principe, ou bien le modèle de traduction, ou bien comment on peut traduire une phrase ou un paragraphe du français en anglais. Donc ça, c'était basé sur le principe de Next Token Prediction. Donc là, je donne une phrase et l'idée, je donne une série de mots et l'idée, c'est de prédire le next token, donc le mot prochain. Donc c'était ça le principe qui a donné aujourd'hui les foundation models qu'on connaît, donc c'est les larges modèles.
Après, en fait, pour les architectures, les transformers, il y en a pas mal. Il y en a trois types d'architecture de base pour les transformers. On a les encoder only, donc il y a une, une seule partie du transformer. Donc ça, c'est pour des usages, pour des cas d'usage qui sont bien spécifiques, qui, par exemple, le sentiment analysis, donc il y a une classification derrière, donc, ou bien le name identity recognition, c'est-à-dire l'extraction des entités à partir d'un document. Donc ça, on peut utiliser une architecture avec un encoder only. On peut utiliser une architecture avec un decoder only. Ça, c'est pour le text generation, pour le text completion, etc. Donc, il y a des cas particuliers pour lesquels on peut utiliser le decoder only et justement, on peut combiner ces deux architectures, ces deux modèles pour avoir un encoder-decoder model donc dans un seul modèle. Ça, c'est pour la traduction, pour le text generation, etc. Donc, il y a une différence en fait aujourd'hui entre le machine learning classique et le machine learning ou bien l'IA générative avec les foundation models. Donc, les foundation models, euh, que ça soit pas très compliqué, en fait, c'est les larges modèles qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit c'est-à-dire les modèles qui sont derrière ChatGPT, derrière BART, etc., qui ont été entraînés sur des terras et terras de données et avec des milliards ou des 1000 milliards de paramètres. Le machine learning classique, en fait, c'est avant, pour les projets de machine learning, on prend le use case. Après, on essaie de trouver le modèle de machine learning qui s'adapte à ce use case. Bien évidemment, il faut passer par une étape de labellisation de données qui est très importante aussi. Donc, on labellise les données. Donc, euh, ça demande des armadas de personnes, donc il faut qu'il y ait beaucoup de personnes derrière pour labelliser, ce qui n'est pas évident pour certaines entreprises. Et du coup, on avait besoin de recruter des personnes uniquement pour labelliser des données, ce qui est un travail fatigant et pas très intéressant pour les personnes tech. Du coup aussi, en fait, on était obligé d'entraîner à chaque fois le modèle. Donc, pour chaque use case, ce qui consomme énormément de ressources, des ressources humaines et des ressources matérielles aussi. Ça demande des GPU, ça demande des serveurs, etc. Et ça coûte énormément cher. Et donc, à chaque fois, et si par exemple le modèle ne va pas, on sera obligé de réentraîner le modèle, ce qui coûte énormément cher pour les projets machine learning. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a des foundation models qui sont quand même entraînés sur beaucoup de données et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, on n'est plus dans le paradigme un modèle par use case, mais plutôt, en fait, on peut avoir un modèle qui est valable pour plusieurs use cases et il suffit juste de l'adapter en fonction du cas d'usage, en fonction de l'application. Et là, c'est bon, on peut avoir le modèle voulu. Et si nécessaire, en fait, on peut passer à une étape de fine-tuning après du modèle, donc qui aujourd'hui, grâce à plusieurs techniques, aujourd'hui, on peut fine-tuner un large modèle en 2, 3 heures uniquement. Donc ça, c'est génial. En une demi-journée, je peux avoir un modèle fine-tuné qui correspond bien au use case voulu, ce qui est pas mal en fait. Pour les foundation models, en fait, il y a plusieurs types de foundation models. On parle aujourd'hui du text-to-text. Donc ça, c'est les LLM qui permettent justement de générer un contenu. Il y a aussi le text-to-embedding. Ça, c'est très important aussi parce que vous avez sûrement entendu parler de la technique RAG ou bien les chatbots, en fait, les chatbots privés, les chatbots qu'on applique sur les données de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas un chatbot sur des données publiques comme ChatGPT, Bard ou autre, mais c'est plutôt un chatbot en fait qui est appliqué sur les modèles de l'entreprise. Peut-être après, Adrien, il va faire une démo, il va présenter le fameux peut-être chatbot de Chavan.
à la fin. Donc, ça, c'est assez rigolo. Il a utilisé, en fait, pour faire ça, il va utiliser un modèle texte-to-texte, donc pour générer du contenu, mais aussi il va utiliser un modèle text-to-embedding. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de traduire le texte en un langage qui va être compréhensible par le modèle. Donc, un langage, c'est-à-dire, il va traduire les mots que je vais donner en des vecteurs, ce qu'on appelle les embeddings. Donc, et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait un modèle spécifique pour faire ça. C'est-à-dire, c'est pas une tâche très simple, mais c'est une tâche qui demande un modèle derrière. Donc, pour les chatbots privés ou bien la technique RAG, on aura besoin de deux modèles, un modèle pour l'embedding et un modèle pour le texte-to-texte. Il y a aussi les modèles, les multimodals, euh, les multimodals, en fait, comme les modèles comme Stable Diffusion que vous allez voir, c'est-à-dire pour les images, les modèles où on peut combiner deux types de données, du texte et de l'image. Demain, en fait, il y aura des modèles qui vont générer de la vidéo, des modèles qui commencent à générer aujourd'hui de l'audio, etc. Donc, c'est un travail de recherche et il y aura énormément de surprises, à mon avis, dans le Q1 et Q2 de l'année prochaine. Ok, on commence en fait avec l'IA générative qui concerne le texte. Donc pour ça, en fait, on a ce qu'on appelle les modèles LLM, les Large Language Models. En fait, au début, je vous ai parlé des Foundation Models, mais les Foundation Models, ils sont pas que des LLM, des Large Language Models, mais ils sont les LLM, les modèles qui génèrent de l'image, les modèles qui vont générer de l'audio, de la vidéo, etc. Donc, là, il y a plusieurs types de foundation models. Et parmi ces types-là, on trouve les LLM, donc, qui sont des modèles qui permettent de générer du texte et qui comprennent du texte, donc qui sont ils sont des très larges modèles. Donc, on parle de plusieurs milliards de paramètres. Par exemple, pour les modèles open source, on a le Llama 2, on a Falcon, on a quelques modèles de GPT aussi qui sont en open source. Il y a aussi d'autres modèles qui ne sont pas en open source, comme Claude, comme j'ai quelques modèles aussi de GPT, comme DALL-E, etc. Donc, il y a plusieurs modèles qui ne sont pas aussi en open source. Après, ok, donc là, j'ai en fait l'idée derrière ChatGPT. Donc, comment ChatGPT il a été justement entraîné. Et donc, l'idée derrière le modèle ChatGPT, c'est qu'il a été basé sur un large corpus textuel. Donc là, on parle justement OpenAI, en fait, ils ont parlé de ces sources de données, en fait. Ils ont dit que la data qui est derrière ChatGPT, c'était des données extraites de plusieurs livres numérisés, du contenu de Wikipédia, de Common Crawl, qui est un organisme qui permet de faire du web scrapping. Il y a aussi le WebText2 aussi qui se base sur Reddit pour avoir justement les liens les plus appréciés. Et donc, ça a été entraîné sur les liens les plus appréciés par les internautes. Donc, ça, c'est le corpus textuel. Après, en fait, on passe par une étape d'entraînement. Donc là, en fait, il y a derrière un modèle GPT, donc basé sur les transformers, donc avec des milliards de paramètres. Donc l'idée, c'est de trouver ou bien d'entraîner le modèle pour imiter justement le fonctionnement du cerveau humain euh, et d'avoir ces connexions neuronales pour essayer de comprendre comment on fonctionne ou bien comment on peut générer du texte, comment on peut comprendre le texte, etc., basé principalement sur le principe de Next Token Prediction. Après, en fait, on va passer à une étape où on va commencer à fine-tuner un petit peu notre modèle, c'est-à-dire on va faire un training basé sur des exemples de conversation, sur des exemples idéaux de conversation. Et après, on va faire du RLHF,
donc du reinforcement learning basé from human feedback. Donc, c'est-à-dire, on va poser les mêmes questions qu'on a vues ici dans la première partie. Une première, on va avoir un classement, justement, un classement préférentiel par des humains. Donc, pour dire, voilà, ça, c'est principalement, ça, c'est la réponse la plus probable à cette question, ça, c'est la deuxième réponse la plus probable, etc., pour essayer d'orienter un petit peu les réponses du modèle et essayer de ne pas, ou bien de limiter quand même la génération des propos racistes, des propos sexistes, de l'hallucination du modèle, etc. Donc, ça, c'est une étape très importante aussi. Après, en fait, on va refaire l'apprentissage de ce modèle en se basant sur ce classement préférentiel. Et c'est comme ça qu'on a eu ChatGPT. Donc, c'est une explication vraiment high level du process. Après, en fait, ça, c'est deux exemples de modèles très connus aujourd'hui dans l'open source. Donc, ces deux modèles, en fait, ils sont disponibles sur Hugging Face. Donc, ils sont open source. Tout le monde peut les utiliser. Mais juste, en fait, j'ai voulu vous parler de comment ces modèles, ils ont été entraînés. Par exemple, je prends le deuxième, je prends le Falcon 180B, pardon. Donc, il y a en fait 3,5 trillion tokens. Donc, on parle de 3,5 mille milliards de paramètres dans ce modèle. Et il a été entraîné avec 4096 GPU donc, et 7 millions de GPU hours. Donc, ces 4000 GPU, en fait, ils ont fait l'apprentissage pendant 71 jours, donc ce qui est énorme, donc, et qui demande énormément de ressources, et énormément de ressources, bien sûr, financières, de ressources de GPU, etc. Donc, il y a vraiment une guerre de ressources aujourd'hui concernant les GPU, concernant le matériel d'entraînement en général. Donc ça, c'est très important aussi. Après, pour le code, l'IA générative, en fait, aujourd'hui, on a des modèles justement qui permettent qui permettent de générer du code à partir d'un prompt, ce qui est génial pour les développeurs. Et ça, c'est un senior directeur, c'est André Karpathy, qui est le Senior Director of AI à Tesla. Donc, il a travaillé aussi avec OpenAI et qui dit aujourd'hui que the hottest new programming language is English. C'est-à-dire, demain, avec un simple prompt en anglais, je peux générer des programmes, je peux générer des codes, des fonctions, etc. Donc, ce qui est plutôt génial pour les développeurs. Les outils, les solutions les plus utilisées aujourd'hui pour générer du code, on a le OpenAI Codex, on a le GitHub Copilot et on a aussi le Amazon Code Whisperer qu'on peut utiliser et c'est gratuit. Maintenant, je vais partager mon écran rapidement pour vous présenter Bedrock, qui est la nouvelle solution, qui est le concurrent de ChatGPT, mais côté AWS. Donc ça, c'est l'interface de Bedrock. Après, en fait, ce qui est bien pour Bedrock, c'est qu'on peut choisir plusieurs modèles. Donc là, avant de choisir les modèles ou bien avant d'utiliser les modèles, c'est qu'il faut avoir les accès. Il faut demander les accès pour l'ensemble des modèles disponibles pour cette région. Donc là, on a des modèles de AI21 Labs, des modèles de Amazon Titan, on a les modèles de Anthropic. Donc ici, on a le Claude V2. Le Claude V2.1 qui est sorti hier ou avant-hier n'est pas encore disponible, mais la version 2, elle est disponible. Il y a aussi Llama 2 Chat 13B qui est disponible aussi. Et il y a ça, c'est les modèles de Stability Diffusion. Donc, on a Stability Diffusion XL 0.8 et 1.0 qui sont disponibles aujourd'hui sur Bedrock. Donc, là, en fait, on peut tester ensemble.
Donc là, je vais choisir Anthropic, je vais choisir Claude V2. Et après, ici, en fait, on voit bien que il y a plusieurs paramètres en fait que je peux changer, ce qui est bien. Donc, on a ici la température, par exemple, qui contrôle le caractère aléatoire de la réponse générée. Donc, si la valeur elle est élevée, c'est-à-dire le caractère aléatoire il est important. Si la valeur elle est faible, c'est-à-dire les réponses en fait ils sont plus proches des données d'apprentissage. Après, on a le top P, ça c'est un autre paramètre, c'est comme un filtre en fait qui nous permet de ne prendre en compte que les meilleurs candidats pour la suite de la phrase. Top K aussi, mais c'est pas une probabilité, c'est un nombre de tokens. Après, ça c'est le max length. Donc il y a plusieurs paramètres que je peux changer justement pour avoir une meilleure expérience et pour avoir de meilleurs résultats. Ici, je peux dire write an invitation, write an email, euh, email invitation for my webinar. Et là, je clique sur Run. Et là, je commence à voir un texte généré par Claude V2. Donc là, je commence à voir un email qui est généré par Claude V2. Donc là, je ne vais pas faire la partie image pour laisser ça à Adrien. Mais quand même, en fait, ça, c'est l'utilisation de Claude V2 en utilisant la console. Donc ça, c'est une console. Donc là, vous utilisez la solution comme vous utilisez ChatGPT ou autre. Mais aussi, pour l'intégrer dans vos applications, vous pouvez utiliser ça via l'API donc, qui est disponible. Donc, on peut lancer un notebook ou autre pour tester ça via l'API. Donc là, c'est import Boto, import JSON. Après, on appelle le service de AWS avec Boto 3 qui est fait pour ça. Après, en fait, on fait un prompt, donc write an email to invite people to a webinar. Après, je précise bien mes paramètres, donc le max token, la température, le top K, top P, etc. Et j'appelle le modèle. Et là, je génère ma réponse ici. Donc ici, j'ai utilisé le modèle de Cohere ici pour générer du texte. Je peux aussi faire la même chose avec Claude. Et donc, je vais juste, en fait, il suffit juste de remplacer le schéma du prompt parce que ça change d'un modèle à un autre. Mais sinon, le reste, c'est la même chose. Après, je vais lancer mon Bedrock avec mon modèle, avec mon prompt. Et c'est tout. En fait, j'aurai mon output. Voilà, ça c'est pour Bedrock. Je te redonne la main, Adrien. Ouais, merci Well. Et donc, on vient de parler des textes. Maintenant, on va parler de ce qui va être la génération d'images, avec un exemple qui est Stable Diffusion, qui va être de la génération d'images open source. Alors, à quoi ça sert la génération d'images? Eh bien, ça va vous permettre de générer un peu tout et n'importe quoi. Typiquement, là, j'ai une vidéo de l'interface qu'on peut avoir avec Stable Diffusion qui va nous permettre de générer, par exemple ici, un petit burger. Il faut savoir que ça a été généré avec un modèle qui a plus d'un an, même 1 an et 2 mois. Donc on était déjà plutôt très avancé à l'époque parce que je pense que ce burger vous fait envie et vous auriez du mal à trouver la différence entre ça et une pub McDo. Alors comment ça fonctionne? L'idée de Stable Diffusion, ça va être de pouvoir donc, transformer un texte, voilà, une entrée en texte, et potentiellement une entrée image en une image. Alors, on va zoomer un petit peu et on va retrouver des concepts que nous a présentés Well avant. La première chose qu'il va falloir faire quand on va vouloir créer une image, eh bien, ça va être de faire rentrer le texte dans un encodeur.
Cet encodeur va en effet permettre de projeter ce texte dans un ensemble de vecteurs que j'ai représenté en haut par une petite matrice, hein, mais une matrice qui serait un petit peu plus grande normalement, là elle va être 3 sur 3 pour l'exemple, et ça nous permet de comprendre en fait l'information qu'on va avoir dans ce texte. Alors qu'est-ce que c'est que l'information? Bah, c'est les mots, tout simplement. Chaque mot, ça va être un token, chaque token va pouvoir être placé sur cet espace vectoriel, et donc une fois qu'on aura passé ce texte dans le texte encodeur, eh bien, on aura ces caractéristiques sur cette base vectorielle. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur comment ça se construit, eh bien, je pourrais vous en parler pendant les questions. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va devoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de transformer cet ensemble de chiffres, cet ensemble de vecteurs, en une image. Mais en fait, on n'en est pas tout de suite là. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va se transformer cet ensemble-là, ces chiffres, eh bien, en d'autres chiffres. Et on va les transformer pour avoir une deuxième projection sur une base vectorielle, mais non plus d'un texte, mais d'une potentielle image. Donc c'est ce que j'ai appelé générateur de caractéristiques d'image, et on va encore aller dedans juste après. Une fois qu'on aura créé les bonnes caractéristiques, hein, c'est ce que vous avez au milieu ici, eh bien, il suffira de le décoder. Hein, quand je dis suffira, c'est encore un bien grand mot, mais il suffira de le décoder pour obtenir l'image qui nous intéresse. Allez, on continue à deep dive un petit peu. Comment ça fonctionne? Donc, j'ai des caractéristiques d'un texte, voilà, dans cette information que j'ai ici, et je veux les transformer en petit à petit caractéristiques d'une image qui est une image plausible. Eh bien, ça va être un travail qui va se faire avec des itérations. Un travail qui va se faire avec des itérations. On va prendre une image totalement random, totalement aléatoire, et puis avec ce qu'on appelle le diffusion process, et on va voir même c'est le reverse diffusion, eh bien, petit à petit, on va aller construire l'image qui se termine. Imaginons que je puisse regarder dans le process petit à petit ce qui est en train de se passer. Je pars d'une image qui est voilà, aléatoire au départ. Alors souvent, elle est encore plus blanche que ça, hein, parce qu'on est vraiment sur du petit pixel. Et puis, petit à petit, je vais construire mon image de burger en faisant le diffusion process. Alors ça, c'est super important. Pourquoi c'est super important? Parce que souvent, quand vous utilisez des générateurs d'images, quels qu'ils soient, alors qu'ils soient sur une base de diffusion ou autre, vous avez un problème, c'est qu'ils ne font pas exactement ce que vous voulez. C'est-à-dire que globalement, vous allez faire un prompt et il va vous faire une image qui va être pas loin, mais si vous voulez rajouter des choses, eh bien, à chaque fois, ça va être un petit peu différent. Deuxième problème, si vous faites le même prompt, mais que vous changez l'image de départ, et là maintenant vous l'avez compris, eh bien potentiellement, il va faire une image complètement différente. Vous pouvez l'utiliser sur ChatGPT, vous lui dites de changer l'acide, c'est comme ça qu'on dit, et en changeant l'acide, vous allez avoir une image 1 qui ne va rien avoir avec l'image 2. Et bien pourquoi? Eh bien, c'est pareil ici, tout simplement parce que l'image de départ, donc ce petit carré vert ici, c'est quelque chose d'aléatoire, et par contre, tout va dépendre de ça et de ce que vous avez mis en sortie du texte encodeur. Voilà. Donc si vous avez la même seed, et si vous avez le même texte, en théorie, vous devriez obtenir la même image si jamais vous êtes sur un process ici itératif avec le même modèle, le même entraînement. Alors, comment on peut faire ça? Comment on peut partir d'une image complètement aléatoire et d'arriver à une image de burger? Alors, j'ai choisi de pas tout vous montrer, mais ça, j'ai choisi de vous montrer parce que je pense que c'est assez intéressant. Comment on entraîne, en fait, cette machine qui va nous permettre de transformer une image aléatoire en une image plausible? Eh bien, la première chose, ça va être de construire un dataset d'entraînement. Ce dataset d'entraînement va être sur des images qu'on connaît, donc labellisées, et on va essayer de rajouter du bruit. On va rajouter sur cette image, voilà, du bruit à différents taux de bruit. C'est-à-dire que là, l'image d'en haut, vous avez seulement 10% de bruit, l'image en dessous, 20% de bruit, et ici, à la fin, vous avez 90% de bruit. Cette étape-là, elle est assez simple, dans les faits, puisque vous rajoutez du bruit à une image sans c'est faire. Pas de problème. Vous allez le faire sur énormément d'images, et puis derrière, vous allez faire un entraînement d'un réseau de neurones, encore toujours deep learning, un réseau de neurones, où vous allez lui donner bien, une image. Bon, j'ai choisi là celle-ci. Vous allez lui dire de rajouter 55% de bruit, et vous allez derrière pouvoir
faire un output. Donc là, pour le coup, il va prédire cette image-là. Vous, avec votre dataset précédent, bah, vous savez à quoi ça devrait ressembler. Donc là, on devrait être à peu près à cette image-là. Bon, voilà. Vous comparez l'output avec la réalité et vous lui faites le retour au réseau de neurones. Vous lui dites, c'est bien, c'est pas bien, tu t'es trompé, comment? Vous le faites des millions et des millions de fois, des milliards de fois, ce qui vous permet d'avoir tout simplement un modèle qui va être de plus en plus capable, avec une image en entrée et un taux de bruit, bah, de créer une bonne image bien bruitée. Et donc là, une fois qu'on a ce modèle-là, vous me dites, bah, c'est super, mais là, je ne comprends pas. On a dit qu'on allait prendre du bruit ou une image aléatoire et on a créé un burger. Là, on prend un burger et puis en fait, on crée du bruit. C'est un peu, c'est pas terrible. Eh bien, dans la même façon que si vous savez traduire un texte d'anglais à français, vous aurez sûrement beaucoup de compétences pour traduire de français à l'anglais. On va lui demander au réseau de neurones de faire l'inverse. Donc, on va lui dire, retourne-toi et pars de mon image bruitée et petit à petit, va le bruiter. Ce qui fait qu'à par un passage successif par mon réseau de neurones, je vais enlever un petit peu de bruit, 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 jusqu'à arriver à une image finale. Voilà. Et donc ça, c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça magnifique parce que quelle que soit derrière l'image que vous voulez générer, quelle que soit la façon de faire, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ce process et ça va fonctionner. Donc derrière, il suffit de le remettre un petit peu près ici et puis vous avez ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répéter sur Stable Diffusion? Comment générer une image? J'ai un texte, je le pousse dans un espace vectoriel, ça me donne des caractéristiques. Je prends une image qui va être aléatoire et donc derrière, je le fais passer dans le diffusion process. Ça me sort derrière des caractéristiques de mon image que je passe dans un décodeur pour avoir mon image finale. Vu comme ça, c'est pas si compliqué. Après, là, vous comprenez qu'il faut faire attention avec vos prompts et il faut faire potentiellement aussi attention avec les images en entrée. Alors, comment faire attention vraiment avec les images en entrée? Le plus facile, c'est d'en mettre une directement, c'est de ne pas prendre une image aléatoire. Par exemple, ici, je voulais une image de burger avec des flammes. Je voulais avoir une flamme qui soit présente. C'est ce que nous a présenté Well tout à l'heure avec les multimodaux, les modèles multimodaux, pardon. Eh bien là, l'idée, c'est de ne pas partir d'une image aléatoire, je vais partir d'une image d'une flamme, et derrière, je vais faire exactement le même process. Vous m'excuserez, j'ai eu la même image à la fin, mais globalement, je suis parti de cette image-là. Voilà, j'essaie d'être un petit peu pédagogue là-dessus, mais on va pouvoir faire derrière une petite démonstration. Parce que ça, c'est important à connaître, mais on peut aussi derrière donc regarder comment ça fonctionne. Je vous ai mis, donc c'est en local, c'est en local, c'est une installation qui se fait assez facilement, donc Stable Diffusion, avec une interface utilisateur assez simple. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de l'appeler en API, comme nous a montré Wael tout à l'heure. Les deux sont possibles. Moi, je préfère utiliser ça pour faire des tests, puisque derrière, je vais avoir directement mon résultat. Donc, vous allez voir ici que vous allez avoir un prompt positif, c'est-à-dire je veux faire une photo d'un burger. J'ai changé un petit peu, vous allez voir, on l'a mis un petit peu avec le temps qu'on a en ce moment. On va essayer de changer un petit peu cette image. Donc ça, c'est le prompt positif. Donc qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il y a un modèle clip qui va nous permettre de faire des embeddings et donc de le projeter dans notre espace vectoriel. Ce que nous propose aussi Stable Diffusion pendant que ça tourne, eh bien, c'est de mettre des prompts qui sont négatifs. Et ça, c'est très intéressant. Donc, vu qu'on est sur des vecteurs, donc c'est les mathématiques, vecteur, il peut aller dans un sens, il peut aller dans l'autre sens aussi. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, l'idée, c'est de se dire, avec le prompt négatif, c'est qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux pas dans mon image? Et là, c'est un que j'utilise assez souvent, où globalement, je ne veux pas des... il doit y avoir marqué des mutations, voilà, des bouts de amputation, voilà. Faut faire attention à ce qu'on veut, mais Stable Diffusion a souvent été entraîné sur des images assez diverses et variées, ce qui fait qu'on peut avoir des surprises. Voilà. Derrière, on va avoir des paramètres, donc les steps, donc ça vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quand on construit petit à petit, d'ailleurs ça se construit à droite, vous voyez, petit à petit on construit. Vous avez bien sûr la taille de l'image, combien d'images vous voulez, et une qu'on va présenter ici, c'est FGScale, qui est la proximité entre votre prompt et l'image, ou est-ce que vous préférez de laisser parler l'espace vectoriel, et donc de faire des images qui sont plus qualitatives, mais peut-être plus loin de votre prompt. Et enfin, la dernière qui nous intéresse ici, eh bien, ça va être la seed. Alors là, elle est à moins, ça veut dire aléatoire, mais la seed, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'image aléatoire de base.
Donc, si jamais vous voulez rester et faire des tests avec différents prompts sur une même seed, eh bien, il aurait fallu mettre un nombre ici. Pendant que je parlais, on a eu l'arrivée de ce petit burger. Voilà, un burger un peu plus hivernal que vous avez ici. Alors, je regarde juste le timing, mais je voulais vous montrer une petite chose en quelques minutes aussi, un petit bonus. Ici, on va avoir donc un burger qui est hivernal et j'aimerais faire un petit peu de travail. Je suis marketeur, par exemple, un cas d'usage. J'aimerais améliorer un petit peu mon burger et me dire qu'en soi, je l'aime bien, mais j'aimerais bien changer le bun du haut et lui dire que, alors, je le fais en live, j'espère que ça va marcher, lui dire que c'est une forme d'igloo, donc moi ça me plaît bien, igloo avec de la glace. Voilà. Et donc là, on est dans le deuxième cas d'usage que vous avez vu dans le PPT tout à l'heure, qui est de se dire comment je vais pouvoir faire avec une image et un texte, comment je vais pouvoir modifier mon image et donc générer une autre image. Donc c'est parti. Alors j'espère que c'est un petit peu moins que ça. Normalement, ça devrait être un peu moins que ça. On devrait être sur voilà, une petite minute. On va donc, on lui a dit, sur cette partie-là uniquement de l'image, travail. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mon PC est en train de ramer. Ne fait surtout pas ça. Et on va voir petit à petit apparaître. Donc là, voilà, il génère. Et on va voir apparaître, normalement, on espère, un igloo à la place du buns. Je ne sais pas si ça vous donne envie. Alors, voilà, avec Teams, ça rame un peu. Alors, il faut savoir, oui, pendant qu'il est en train de ramer, en termes de performance du PC. Comme ça vous donne un petit peu. Est-ce que vous pouvez le faire chez vous? Eh bien oui, vous pouvez le faire chez vous. Pourquoi? J'ai uniquement 3 gigabits de VRAM sur ce PC, ce qui est pas terrible, mais c'est un PC gamer d'il y a à peu près 10 ans. Donc dites-vous que n'importe qui avec un PC un peu puissant, d'il y a 10 ans, ou un PC, on va dire, quasi normal d'aujourd'hui, eh bien, peut générer ce genre d'image et utiliser ces technologies-là. Voilà. Allez, 10 secondes et on va avoir l'image de fin. Donc la barre bleue arrive. Et voilà, on a remplacé le buns par un igloo. Alors je lui ai mis avec de la glace, donc il nous l'a fait très classique, avec beaucoup de glace. Mais on pourra bien sûr améliorer le prompt pour avoir de la neige à la place de la glace. Voilà, si vous voulez tester en ligne, dernière chose, vous pouvez le faire directement sur Hugging Face, et ça sera mon dernier point là-dessus. Vous avez un test en ligne où vous pouvez le faire en beaucoup moins de temps puisque c'est sur les serveurs de Google et vous allez pouvoir obtenir vous aussi des burgers de manière très rapide. Voilà pour moi. Allez, on passe à la dernière partie maintenant. Et donc, c'est la partie projet. Je laisse la parole, ouais. Merci Adrien. Donc, je commence à avoir faim, franchement, avec tes burgers. Mais ok, slide suivant, s'il te plaît. L'IA générative aujourd'hui, en fait, on l'utilise principalement dans pas mal de nos projets, qui sont principalement des projets où les clients en fait viennent pour tester une nouvelle expérience. Donc là, une nouvelle expérience avec l'IA générative. Donc c'est un premier step en fait que bien quelques-uns de nos clients en fait ils le font. Après aussi, c'est pour améliorer la productivité de leur agent, de leurs employés. Par exemple, on va voir après en fait un projet qu'on a fait pour un call center en fait qui justement c'est un chatbot sur des données d'assurance. Et donc l'idée en fait c'est d'alimenter
ou bien d'aider les agents en fait qui travaillent dans les call centers, les aider avec ce chatbot en fait. C'est-à-dire demain il y aura un client de cette assurance qui va appeler pour dire voilà comment on peut résilier mon contrat, qu'est-ce qui est couvert par l'assurance que vous proposez, etc. Donc si l'agent en fait il n'a pas le contrat ou bien le contrat d'assurance sous les yeux, en fait, il peut juste taper comment résilier le contrat de Monsieur X. Et donc là, il peut avoir la réponse instantanément. Et comme ça, il peut donner la réponse directement à son client. Donc, ça améliore la productivité de leur agent. Aussi, en fait, ça nous permet d'extraire des insights qui sont pas très, très clairs dans la data. Ça, c'est très important aussi. Et quatrième point, c'est pour la créativité, pour avoir des choses des choses créatives comme Adrien vient de le montrer. Après, en fait, pour les cas d'usage les plus courants aujourd'hui, on parle de text generation, on parle des chatbots, donc c'est du Q&A, on parle de la synthèse des textes, des emails, etc., des documents et tout, ça c'est très important. L'extraction de features, en fait, bien l'extraction d'entités dans quelques documents. Par exemple, on avait un projet pour un client qui gère des factures en fait. Et l'idée, c'est d'extraire plusieurs entités, plusieurs champs, le nom du fournisseur, le nom de l'adresse du fournisseur, etc. Donc ça, c'est plusieurs cas d'usage. Donc voilà, là, c'est vraiment les projets sur lesquels on travaille. Il y a encore deux ou trois autres projets que j'ai pas mis ici. Mais en fait, ça, c'est les projets qu'on a déjà terminés. On a déjà fini ça. Donc, les autres projets qui sont en cours, j'ai pas voulu les citer, mais ça, c'est des projets qui sont déjà finis. Donc là, par exemple, on a fait un projet pour Finare, qui est l'assurance, en fait, c'est un groupe d'assurance, où on a fait justement la solution pour leur call center, donc ce qui est le chatbot le call center. Après, c'est un projet pour Faraday Lab, qui est une startup. Donc, l'idée, c'était en fait de déployer des modèles, leurs modèles en fait qui sont sur Hugging Face, ils ont mis des modèles sur Hugging Face en open source et l'idée en fait c'est de déployer ces modèles-là sur des instances AWS, des instances de AWS pour après alimenter leur application par ces modèles-là. Aussi, on a fait du fine-tuning de ces modèles parce que au début en fait ce projet on l'a fait mois d'août. Donc, il n'y avait pas de Bedrock, il n'y avait pas beaucoup de modèles qui sont performants en français. Donc, l'idée au mois d'août, c'était de fine-tuner un modèle qui est performant en anglais et de le mettre pour qu'il soit performant en français. Donc, l'idée, c'est de l'alimenter par plusieurs datasets en français. Avec un bon niveau de français pour que le modèle en fait il s'adapte avec cette langue et il commence à générer un contenu en français. C'était un projet challengeant, mais le modèle en fait qu'on a fine-tuné, c'était l'AMA 2 70B. Et maintenant, en fait, Faraday, ils ont un modèle en français qui est assez performant. Pour le déploiement, en fait, bon, je vais finir par un troisième projet, le projet Tamtami, un projet de reply. En fait, l'idée, c'était d'avoir une solution qui permet de générer un contenu sur les réseaux sociaux pour l'entreprise Tamtami. Donc, c'est d'automatiser ce travail au lieu d'avoir un community manager qui va à chaque fois euh, publier un contenu, je ne sais pas, une fois par semaine ou deux fois par semaine sur les réseaux sociaux pour cette entreprise, et ben, l'idée, c'était de voir en interne les white papers, les blogs qui ont été publiés par leurs équipes techniques, les échanges techniques, etc. Donc, il y a des endroits spécifiques où on peut extraire ces informations. Et l'idée, c'était de créer des posts avec des images, avec du texte, des images inspirées de ces ressources pour justement les publier après dans les réseaux sociaux, forcément LinkedIn, Instagram, etc. Donc
C'était pas mal comme projet. Donc, je veux juste revenir sur la partie, sur le projet Faraday, parce qu'en fait, aujourd'hui, on utilise pour le déploiement de ces modèles, on utilise généralement des instances NVIDIA. Ces instances, en fait, avec des GPU qui coûtent cher pour un projet. Je ne vous cache pas, en fait, là, pour un projet, pour un modèle, par exemple, Lama 2, on peut l'héberger dans une Lama 2 7B, le plus petit, on peut l'héberger dans une instance qui coûte entre 3 et 4 000 dollars par mois pour un seul modèle. Donc, ça coûte quand même un peu cher pour les PME. Ça, c'est un modèle. Par exemple, il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus larges, comme l'AMA 2 70B. On peut pas, où on aura besoin d'une instance qui est plus grande. Donc là, il faut la déployer sur des instances qui coûtent entre 12 et 14 000 dollars par mois. Donc, ce qui coûte, comme je vous ai dit, ça coûte un peu cher pour les grandes entreprises. Donc, l'idée, c'est qu'on fait aujourd'hui avec AWS, c'est qu'AWS, ils ont commencé, ou bien, ils ont déjà commencé à travailler sur des instances qui sont beaucoup plus chères, des instances qui s'appellent Inferentia et Trainium. Donc, Inferentia, c'est pour le déploiement des modèles open source, et Trainium, c'est pour le fine-tuning de ces modèles. Et donc, ces instances, ils coûtent beaucoup moins cher et ils sont beaucoup plus performants en termes de latency, temps de réponse de ces modèles, etc. Donc, qui est une alternative, pour moi, une bonne initiative et une alternative prometteuse pour le monde de l'IA en général. Donc, demain, on va utiliser des ressources qui sont beaucoup plus économes, en fait. Donc, on a vraiment besoin de ça, en fait. Donc, après, on va parler forcément des challenges de l'IA. Donc, on aura vraiment besoin de ressources, d'optimisation de ressources pour le déploiement des modèles et pour le fine-tuning de ces larges modèles. Merci Wael. Alors peut-être moi je vais prendre aussi de mon côté donc, un exemple de projet récent. Alors je vais le prendre un peu moins techniquement que tes axes. Moi je vais le prendre par la demande client. Voilà, en plus on est en école de commerce. Souvent ça va être aussi à cette partie-là que les étudiants vont avoir à faire. Voilà, le brief client, c'était il y a à peu près, c'était en septembre, donc c'est 3 mois, fin août. Bon, allez. Je veux ChatGPT. Bon, ça, je pense que ouais, tu pourras corroborer, mais souvent, les clients, quand ils arrivent au départ, ils nous disent je veux ChatGPT. Ouais. Voilà. C'est la question. On leur dit bah, facile, vous payez 20 euros, puis vous l'avez. Hein. Mais ce n'est pas exactement ça la demande. En cherchant un petit peu, on essaie quand même de trouver un poste qui pourrait être aidé grâce à l'intelligence artificielle. Et là, pour le coup, c'était donc une marque d'hygiène et de beauté, un FMCG, donc grand public, bien de grande consommation, aide des chefs de produits grâce à l'intelligence artificielle. Bon, avec ChatGPT quand même. Hein, voilà. Donc ça, c'est voilà. Donc globalement, vous voyez ma tête quand j'ai eu ça. Bon, je me suis dit bon, c'est bien. Bon, ça fait une mission, donc on est content. Maintenant, comment on peut essayer de comprendre ce brief et d'aller bien plus loin? Eh bien, vu qu'aujourd'hui ChatGPT fait tout et qu'on m'avait demandé de l'utiliser, hein, c'était dans le brief, je lui ai demandé quelles sont les missions principales d'un chef de produit FMCG. Je ne suis pas expert, même si j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc là, je lui demande, il me dit gestion du cycle de vie produit, ok, planification stratégique, adaptation aux besoins, ainsi de suite. Il me dit développement et exécution des plans marketing, création marketing, campagne publicitaire, collaboration avec les équipes. Voilà. Analyse des performances et prise de décision basée sur les données. Ok, bon. Donc avec toutes ces choses-là, moi je me dis comment je peux derrière définir une stratégie intelligence artificielle au sens large qui va pouvoir répondre aux vrais besoins de mon client. Pour ça, eh bien, il n'y a pas de 36 solutions, il faut encore un peu de jus de cerveau, hein, ChatGPT ne fait pas tout. Eh bien, on va réfléchir. On va réfléchir donc sur les 3 thématiques qui ont été proposées sur les tâches clés d'un chef de produit FMCG. Et on va essayer de nous, avec notre maîtrise de l'IA, de définir qu'est-ce qui va être techniquement
les bonnes solutions, déjà un axe technique, même pas les outils, hein, les techniques, pour faire tout ça. Donc sur la gestion du cycle de vie du produit, par exemple, on va avoir planification stratégique. Est-ce que je peux utiliser l'IA? Oui, ça peut être par exemple de l'économétrie pour comprendre quelles ont été les actions marketing qui ont impacté mes ventes. Donc c'est possible. Est-ce que ça rentre dans l'IA? Oui, probablement. Besoin des consommateurs, je peux analyser les commentaires clients, voilà, et en faire une condensation, et peut-être derrière avoir une info. Je vais descendre un petit peu parce que je vois l'heure qui passe. On peut avoir par exemple de l'idéation de produit, et bien conception packaging. Alors là, moi j'étais très content parce que vous avez vu, j'aime bien les images. Je me suis dit, bah là, je pourrais rajouter une petite partie un peu effet waouh là-dessus. Et puis on va avoir l'évolution des ventes, les stratégies de produits, stratégie de prix par exemple avec les pricing algorithmiques, hein, quel prix je dois mettre à mon produit pour qu'il se vende bien. Et enfin, une qui n'était pas dit, mais qui était un peu dans le besoin de mon client, collaboration entre différentes équipes. Et là, alors oui, il faut des agents de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est le mouvement et c'est ce que tout le monde a envie d'avoir, c'est-à-dire un petit chatbot qui va te permettre de discuter avec ton voisin, mais en ayant le même langage. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que, vous voyez, on peut mettre de l'IA partout. On peut mettre de l'IA partout. Mais est-ce que l'IA générative répond à tous les besoins? Et là, il faut aller un cran plus loin parce qu'on a l'impression que ça répond à tout, mais pas du tout. Il va y avoir des choses où ça ne va pas être utile ou très peu utile. Par contre, par exemple pour la génération d'images, oui. Pour les besoins des consommateurs et donc prendre des commentaires clients et réussir à résumer ces commentaires pour en sortir des choses, eh bien oui, ça va être utile. Et bien sûr, pour la collaboration, eh bien oui, on va utiliser par exemple des LLM. Une fois que vous avez fait cette stratégie-là, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui est l'étape de la tactique. Voilà, on va la définir en tactique. Et donc là, la tactique, c'est de se dire, voilà, j'ai mon ensemble de cas d'usage, comment je peux créer des briques qui vont nous permettre de construire quelque chose pour mon product manager, pour mon chef de produit. Eh bien, on va avoir une brique d'obtention de données. Alors, n'oublions pas, c'est très important. Si vous n'avez pas les bonnes données au départ, ça ne marchera pas. C'est pas parce que d'autres gens ont mis des millions et des milliards et des milliers de milliards de données dans un LLM, par exemple, qu'il aura exactement la bonne information pour répondre à votre besoin. Il va falloir, par exemple, lui rajouter des PDF, hein, c'est le RAG dont parlait Well, c'est de l'information, le vectoriser, ainsi de suite. Deuxième chose, on va la modéliser, cette donnée, que ce soit d'une manière IA générative pour pouvoir créer ces modèles de fondation, ou alors que ce soit d'une manière beaucoup plus classique, machine learning, ou même statistique, aucun problème. Et puis derrière, on va exposer, et c'est souvent là qu'on va avoir le chat avec des LLM, par exemple, de la vision, de l'information, ou tout simplement aussi le mettre dans les dans les ERP, hein, donc, ou les PIM, ainsi de suite. On va pouvoir l'intégrer à l'intérieur. Ça, ne faut pas l'oublier. Un chat GPT ou un chat, ce n'est pas forcément bon pour tout. Ça va interagir avec mon product manager, qui lui va globalement rajouter de l'information, ça faut le prendre en compte, qui va aller jouer avec l'ensemble des personnes de l'entreprise. Voilà comment ça se transforme, cette IA générative et l'IA en général en soi. Et après, malheureusement, je n'ai pas eu de possibilité de vous montrer les trappes 3 sur cette marque, mais j'ai demandé à mon client, il m'a permis de me montrer une partie de l'interface et sur un autre produit. Voilà. Donc je l'ai fait sur un autre produit. J'ai choisi les pâtes Barilla, qui étaient mon. Voilà, j'aime bien les pâtes Barilla, tout simplement. Alors comment ça se passe derrière en termes d'utilisation de l'outil? Eh bien, tout simplement, on va choisir un produit. On va lancer l'analyse, ça c'est nécessaire pour aller récupérer de la donnée dans les bases. Voilà, voilà, on doit aller. Là, c'est très peu IA générative, c'est vraiment aller chercher de l'information. Et puis, on va pouvoir lui poser une question, une fois qu'on a récupéré cette information. Alors, j'ai vu tout à l'heure que j'avais fait une grosse faute d'orthographe en anglais. Eh bien, ça tombe bien parce que les LLM, ils en ont un peu pas rien à faire. Ils comprennent quand même. Donc, tout va bien. On aura la bonne réponse, même si j'ai fait une faute d'orthographe. C'est What is the price of this product? Et il va nous répondre en dessous un résumé. Et suivant ce que je vais lui poser comme question, il va nous sortir aussi du détail. Là, je suis sur le détail, eh bien, c'est tout simplement le détail de la base de données des prix scrappés des concurrents ou des revendeurs. Là, on est sur un revendeur pour le coup. Et puis derrière, il y a une partie qui est un peu donc l'effet waouh.
de génération d'images. L'idée, c'est d'aider ce product manager à innover aussi, hein, dans un sens, donc innover sur son prix, sur ses stratégies de prix, innover sur ses produits, innover sur ses gammes, et potentiellement innover aussi sur les produits en tant que tels. Et donc, on va générer ici des styles différents, avec des prompts qui sont pré-promptés d'images par rapport à ces pattes. Je me suis permis de les mettre en gros, de les télécharger, de les mettre en gros dans la presse. Vous voyez qu'on est quand même sur des images qui sont assez... moi, je trouve ça choquant, hein, parce que je pourrais trouver ça en magasin et me dire, en fait, c'est une photo ou quasiment une photo. Donc, la version classique, la version écologique, la version on n'a jamais vu un paquet comme ça, et la version futuriste. Voilà, ça, j'y crois assez peu, mais bon, pourquoi pas. Voilà, pour ce cas d'usage, donc un cas d'usage de bout en bout, qui nous permet d'utiliser la GenAI, et pas que, pour un product manager dans n'importe quel grand groupe, hein, FMCG. Et pour terminer, et je vous laisserai pendant ce temps-là poser peut-être vos questions, on est quasiment à l'heure, hein, chez Aben, on a 5 minutes sur le timing, donc ça va. Eh bien, je vais vous... Chaben, oui, c'est vrai que je te parlais en te disant on a 5 minutes, mais bientôt, on n'aura plus besoin de te parler directement, on pourra parler directement à ton avatar en ligne. L'idée, c'est donc de produire un Chaben en avatar, et donc de pouvoir faire des économies. Je suis un choquant, je fais exprès. Hein. Alors, comment ça se passe? Pour ça, j'ai prévu de vous présenter donc, les GPT, qui sont des agents en fait, qu'on peut créer sur ChatGPT. Pour ceux qui ont l'accès payant, vous avez peut-être déjà fait ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que disait Wael tout à l'heure, le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais. En fait, là, on va créer un bot, très simplement. Et en effet, on va le créer en anglais, et on peut même le créer en français. Il va comprendre. Donc, en gros, ce qu'il nous demande, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je vais lui dire, je veux réaliser un GPT qui sera un professeur de supply chain management. Appelle-le. Supply chain. Ouais. Le Chaben. Parce que j'avais déjà ça en tête. Du coup, ça m'a fait aller trop vite. Supply chain. Oh là là. Supply chain, appelle le Chaben. Et donc là, lui, il va comprendre globalement ce que je suis en train de dire, et il va de lui-même configurer en fait notre bot. C'est ça qui est fou, hein, c'est que demain, en effet, vous n'aurez plus besoin de, pour certaines tâches, hein, pour certaines, on va discuter après, mais pour certaines tâches, on n'aura plus besoin d'avoir quelqu'un qui code. On pourra directement générer. Alors là, il va nous générer même une profit picture, donc une petite image, pour représenter notre bot. Je laisse faire. Voilà. Pas mal. Je trouve que ça te va bien, Chaben. Derrière, donc une fois qu'on a fait ça, on peut lui dire OK, donc ça nous va. Et puis on va continuer petit à petit à construire le bot. Alors, vu qu'on est un petit peu out of timing, derrière, je vais vous passer un peu les détails, mais il va nous demander, voilà, est-ce qu'on veut que le ton soit rigolo, est-ce qu'on veut que le ton soit formel, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, par exemple, est-ce qu'on doit rester sur les sujets de supply chain management. Et puis je vais vous passer dans la configuration, derrière, il va créer donc des prompts là-dessus. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va aussi pouvoir lui donner, des documents. Et notamment, moi, j'ai téléchargé des documents sur la supply chain qui sont trouvés sur Internet, hein, mais on aurait pu penser au cours de Chaben directement. Et on va lui mettre ici et on va télécharger. Lui, ce qu'il va faire, c'est que derrière, il va pouvoir les utiliser pour répondre aux questions potentiellement des étudiants ou autres. Et voilà. Et donc là, je pourrais m'arrêter là et donc je pourrais commencer à lui poser des questions. Je vais juste prendre le Chaben que j'avais créé de base. C'est celui-ci, qui est juste pour qu'on n'ait pas à avoir ça. Et donc, on va maintenant pouvoir parler au professeur virtuel. Hello. Donc là, Chaben va nous répondre. Il est poli. Et on va pouvoir lui demander des choses basiques. Par exemple, donne-moi
le grand principe, je ne sais pas s'il y a un grand principe, hein, du supply chain management. Et donc là, il va pouvoir me répondre. Alors, soit s'il estime que c'est nécessaire, il va aller chercher dans sa documentation, soit s'il estime avoir déjà la réponse de base, il va l'écrire. Voilà. Donc, il va nous répondre tout simplement par une définition. Là, vous allez me dire, bon, jusque-là, on n'a pas trop peur. Tout va bien. Je vais le laisser finir, il est un peu lent. Là où vous allez avoir un peu plus peur, je le laisse répondre, c'est que j'ai téléchargé un document, voilà, sur ePrélude, là, exercice sur la gestion de la supply chain, le cas équipe hôtel, où je vais avoir un document complet qui va me résumer donc une problématique avec des schémas, et puis à la fin, bien sûr, vous aurez des questions. Voilà. Ce que je vais pouvoir lui demander, bon, il est en train d'écrire pas mal de choses, ce que je vais pouvoir lui demander maintenant, c'est de me dire, est-ce que tu pourrais m'aider? La question 1 du document. Et donc là, maintenant, une fois que je vais lui pousser mon document PDF, il va aller le lire et il va pouvoir directement, sans besoin d'une aide extérieure et de l'aide de Shahaben, répondre. Voilà, il cherche dans ses PDF, hein, il cherche dans celui-ci, il cherche dans les autres PDF, et il va pouvoir répondre à la question 1, en tout cas l'aider, l'élève, à directement répondre à la question. Voilà, on va le laisser juste commencer à répondre, et puis après, je pense que vous avez compris, il va répondre. Il va nous parler de l'entreprise Équipe Hôtel. La vitesse, c'est dépendant du nombre d'utilisateurs de ChatGPT. Hein. C'est pour ça que des fois, ça va être très rapide. Voilà, la question des machins demande de déterminer les éléments suivants. Cela implique d'analyser, de prévoir les quantités. Bon, bref, il va donner des indices. On pourrait lui demander aussi de répondre, sur lequel cas il essaiera de répondre directement à la question. Voilà pour moi, et je pense qu'on a terminé pour tout ce qui était la présentation, et maintenant, on peut aller sur des questions potentielles. Merci Wael, merci Adrien pour cette démonstration. Je ne sais pas si les participants ont des questions à poser. Vous pouvez peut-être utiliser le chat. Sinon, je pense que je ne sais pas si on peut désactiver la. Enfin, on peut activer le micro pour parler, si vous voulez. Sinon, je commence peut-être par une question très simple. Est-ce que c'est la fin des profs, Adrien ou Wael? Tu veux commencer, Wael, ou je commence? Vas-y, commence. Est-ce que c'est la fin des profs? Alors, je vais faire attention, parce que je pense qu'il y a des profs dans l'assistance. Donc, je vais dire non. Non. Je vais répondre simplement. Alors, ça dépend ce qu'on entend par prof. Avec les technologies qu'on vient de voir, et donc les différences au niveau de différentes technologies, comment ça fonctionne, ainsi de suite, le fait que y a une partie qui est probabilistique, une partie qui est de génération, on pourrait se dire, si je génère bien, eh bien, ça sera bon. Alors oui, la première chose, c'est que l'écriture de cours, l'écriture de choses, la génération de ces supports-là, la génération d'exercices, ainsi de suite, on va peut-être en effet aller sur une automatisation, mais il faut remettre peut-être un peu de théorie là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'un professeur? On pourrait faire un séminaire dessus, mais pour moi, quand on est devant un professeur, on va avoir deux choses. On va avoir un besoin de ses connaissances et un besoin de ses compétences. C'est-à-dire qu'on veut acquérir des connaissances et acquérir des compétences. Voilà, bien séparer les deux choses. Et donc les connaissances, oui, à terme, très probablement, et c'est déjà un peu le cas, parce que si on cherche bien sur Google, presque tout est là. Hein. Alors il va manquer peut-être un peu d'expérience, mais au niveau des connaissances, on va s'approcher de plus en plus, en effet, d'une connaissance qui sera partagée par tout le monde et qui n'aura plus besoin d'être là au niveau du professeur. Par contre, sur les compétences,
on est quand même aujourd'hui assez limité dans les compétences. C'est-à-dire que oui, on a certaines compétences pour certains modèles de fondation, on a certaines compétences pour certaines AI, mais on arrivera toujours en fait à certaines compétences que n'aura pas le bot, n'aura pas l'AI. Et donc ça va transformer le métier de professeur, ça j'en suis convaincu. Mais est-ce que ça va le remplacer? La réponse est non. Moi, ça va être un non franc et massif, pas remplacer, transformer. C'est-à-dire qu'une personne qui sera, et je suis fils de prof, hein, donc je peux en parler, mais un mauvais professeur, c'est-à-dire une personne qui ne sera qu'un diffuseur, un répétiteur de connaissances, en effet, bah, il a peut-être du souci à se faire. Mais un bon professeur qui arrive à apporter la pédagogie, la réaction et peut-être même l'empathie dans son cours, ce qui fait qu'en fait ses élèves apprennent et deviennent très performants, lui, il n'a pas vraiment de souci à se faire, il va même gagner du temps. Très bien. Peut-être on peut passer, parce que j'ai d'autres séries de questions qui apparaissent, justement sur l'hallucination de ChatGPT. Alejandro nous dit ben, ça sert peut-être à écrire des emails, donc c'est peut-être peu fiable. Peut-on répondre peut-être sur cette problématique d'hallucination de ChatGPT? Oui, je peux prendre, Adrien, si tu veux. En fait, pour les hallucinations, et je vais parler généralement en fait de comment on fait aujourd'hui pour évaluer les performances d'un modèle LLM. Parce que ça, c'est un vrai problème et un vrai sujet de débat aussi. Je pense que c'est le sujet aujourd'hui qui va s'imposer déjà pour la majorité de nos clients, pour la majorité de nos projets. Aujourd'hui, c'est de comment on va évaluer ces modèles et comment on va éviter que le modèle hallucine, comment on va éviter le fait d'avoir un modèle en fait qui donne des fausses informations, etc. Donc ça, c'est très important. En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait réellement, c'est que nous, avec les documents qu'on reçoit de la part des clients pour faire des chatbots, etc., ce qu'on reçoit, c'est qu'on reçoit aussi ce qu'on appelle des datasets de référence, c'est-à-dire des datasets en fait, qui sont créés par des humains, qui sont composés de plusieurs questions et plusieurs réponses potentielles générées par des humains. Et l'idée après, c'est de fine-tuner le modèle pour qu'il s'adapte à ce schéma de réponse et pour qu'il s'adapte à ces données-là. Donc ça, c'est très important. Pour automatiser tout ça, en fait, il y a des travaux qui ont déjà commencé avec, je vais citer la start-up française qui s'appelle Giscard, qui travaille sur une librairie open source qui permet justement de contrôler ou bien d'évaluer les performances du modèle et de voir si le modèle, en fait, il hallucine ou pas, s'il donne des messages de caractère sexiste ou raciste ou autre. Il y a plusieurs autres problèmes. En fait, il y a aussi le problème de off-topic, c'est-à-dire quand le modèle commence à, euh, à répondre ou bien à dégénérer des réponses out of scope, hors sujet. Donc ça, c'est un problème très important. Il y a la partie, en fait, aussi, il y a le problème aussi qui s'appelle validation error, en fait, où là, les réponses ne sont pas forcément dans le bon format. Ou bien aussi, il y a un autre problème qui est majeur, qui est le data leakage. Donc, quand le modèle, en fait, ou bien quand quelques entreprises, en fait, ils commencent à utiliser les données des clients, que ce soit, en fait, pour le modèle, en fait, ils commencent à donner des réponses ou bien du texte qui n'est pas supposé donner, donc, puisqu'il détient l'information et il commence à générer des réponses donc, qui sont confidentielles à d'autres clients qui ne sont pas forcément obligés de savoir cette information. Donc, il y a beaucoup de problèmes autour des LLM aujourd'hui. Donc, l'idée, bien le challenge aujourd'hui, c'est de comment on va automatiser l'évaluation de ces LLM et comment on va automatiser ce process. Donc, aujourd'hui, on a commencé avec Giscard, avec ce modèle. Demain, en fait, ou bien d'ici disons fin 2023 ou début 2024, en fait, il y aura les cloud providers, en fait, comme AWS, qui vont aussi mettre en place des solutions open source ou pas.
pour justement contrôler ces problèmes qui sont liés principalement à l'hallucination, à beaucoup d'autres problèmes. Très bien. Donc ça, c'est Merci, un challenge, c'est un vrai challenge, à mon avis. merci Wael. Juste sur la continuité de la première question, est-ce qu'halluciner veut dire mentir? Et puis on passe à la deuxième question sur le RAG et le fine-tuning. Que choisir? Alors juste sur est-ce qu'halluciner égale mentir, c'est une question plus philosophique que je pense au niveau de l'IA, mais bon, on a vu qu'il ment pas, hein, c'est une IA. Il fait ce qu'on lui demande. Hein. Ouais. Il a été entraîné sur un ensemble de données, donc il est en train de refléter les données sur lesquelles il a été entraîné. Donc réellement, ou bien, quand même, Adrien, en fait, à partir d'un certain point, en fait, il commence à raisonner, il commence à générer un contenu, donc bah, halluciner, en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses. Il y a le fait de dire des propos déplacés, des propos racistes. Il y a le fait je sais pas, de donner des réponses qui sont hors sujet, des réponses qui sont fausses, etc. Donc, tout ça, pour moi, c'est de l'hallucination. Ouais, je suis Après, d'accord. Et je vais juste donner deux exemples. J'ai utilisé Bard et je vous le déconseille. Hein. C'est dommage de dire ça en grand public, mais pour faire de la traduction d'une chanson en kabyle. C'était un de mes projets où j'essaie de travailler. Alors, c'était pas pour la chanson, c'était pour du marketing hein, au départ, mais là, j'ai pris une chanson et globalement, Bard, ce qu'il a fait quand je lui ai demandé la traduction de la chanson, il m'a dit donc la première phrase en kabyle, il m'a mis une autre phrase en français, la deuxième phrase en kabyle, une autre phrase en français. Alors, et donc, il a pris une chanson en français et il m'a mis la première phrase de la chanson, la deuxième phrase de la chanson. Est-ce que c'est mentir? Est-ce que c'est halluciner? Pour moi, c'est halluciner et c'est ce qu'on lui demande. Donc, globalement, on lui a demandé de traduire. Lui, il a fait ce qu'on lui demandait. Il m'a traduit. Alors, il m'a mal traduit, hein, certes, mais il n'a pas menti en soi. Là où il va y avoir une vraie complexité, c'est quand on va commencer à avoir du RAG ou autre, et en tout cas à mettre des documents. On aurait pu le voir là sur le chatbot Chaben, mais c'est quand il hésite entre aller chercher l'information dans sa base de connaissances fondamentale versus dans la base de connaissances qu'on lui a donnée. Et à ce moment-là, c'est quelque chose à travailler hein, quand on le construit pour être sûr que quand on lui demande une information qui est dans la base de connaissances qu'on lui rajoute, dans les documents, dans la documentation qu'on lui rajoute, il aille bien la chercher au bon endroit. Mais ça, c'est du travail en effet de construction comme pourrait le faire Wall. Très bien. Une question, je ne sais pas, l'un d'entre vous. Est-ce que c'est la fin du RAG et enfin, d'abord, est-ce qu'on doit utiliser plutôt le RAG ou le fine-tuning? Et avec Custom GPT d'OpenAI, est-ce que c'est inutile de passer par le RAG? Peut-être Adrien, je ne sais pas si. Comme tu veux. Ouais. Ouais. Pour la fin, est-ce que c'est inutile de passer par le RAG? Non. Alors pour deux raisons. ChatGPT, c'est déjà une solution qui est propriétaire. Donc déjà, si on parle de ChatGPT, il faut se poser des bonnes questions. On l'a vu là dans les quelques jours qui viennent de se passer. Potentiellement, elle aurait pu mourir en une journée. Donc la réponse est ça, faut l'oublier. Après, est-ce que ChatGPT, c'est pas un peu du RAG? Alors non, c'est de la recherche dans de la documentation. Ça va fonctionner sur un petit ensemble de documents, mais pas sur des vraies connaissances. Donc c'est pas la même chose. Là-dessus, non, ça, au contraire, je pense que le RAG dans les prochaines années, ça va être en essor et c'est quelque chose de très important. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Si c'est un petit projet, un petit truc, aucun problème, rajouter de la documentation, il le lit, il l'utilise, il est dans ses prompts en fait. Hein. Mais si vous voulez quelque chose de sérieux, il va falloir passer par autre chose. Après, entre RAG et fine-tuning, peut-être, Wael, ton avis, mais c'est... ça, c'est un autre, ça, c'est un autre sujet. Bon, entre le RAG et le fine-tuning, moi, je commence toujours par le RAG. Et après, si c'est pas bon, je complète avec un peu de fine-tuning. Donc, pour moi, ça peut être deux techniques complémentaires, à mon avis. Hein. Mais après, ça dépend des use cases. Franchement, ça dépend des use cases, ça dépend de la data, des documents, ça dépend de plusieurs facteurs, à mon avis. Très bien. Mais c'est une bonne question. Alors, j'ai une autre question sur les modèles de IA générative. Comment choisir selon nos besoins? Y a-t-il des métriques connues? Faut-il les tester pour en tirer le bon?
Tu commences, Adrien Vas-y. Ok. Bon, pour choisir le bon LLM, à mon avis, il y a plusieurs facteurs déjà. Donc, mais ils ne sont pas vraiment des métriques, des métriques tangibles ou des métriques comme pour les LLM, comme pour les machine learning. En fait, pour des modèles de machine learning, on a l'accuracy, le F1 score, etc. Mais c'est plutôt en fait d'autres genres de critères. Il y a par exemple, en fait, on peut voir le modèle de pricing des modèles. Donc ça dépend des clients, leur budget, etc. On peut, par exemple, il y a un autre critère qui est lié à la vitesse, à la latency ou la vitesse d'inférence en fait de ces modèles. Il y a des modèles en fait qui prennent beaucoup de temps et il y a des modèles qui sont très rapides en termes d'inférence. Donc ça, c'est un critère. Pour les modèles open source, en fait, il faut voir si ces modèles est-ce qu'on peut les utiliser pour des projets commerciaux ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut commercialiser ces modèles ou pas? Ça, c'est très important. Il y a aussi la taille des modèles. Est-ce qu'on a suffisamment d'instances en fait, qui peuvent supporter ces modèles ou pas? Donc ça, c'est à voir aussi. Il y a la complexité du déploiement. Et il y a plusieurs autres. Il y a aussi les datas sur lesquelles le modèle il a été entraîné. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a plusieurs critères, à mon avis, pour choisir le bon modèle. Je ne sais pas, Adrien, qu'est-ce que tu fais Non, t'en as cité beaucoup de techniques. Après, Ouais. moi, je rajouterais aussi une dimension purement usage, dans le sens où ça dépend de ce que les personnes préfèrent. Ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il faut faire, en fait, il faut mettre en place à chaque fois quand même un framework de choix pour se dire, voilà, coût, complexité, usage et bien sûr réglementaire. Très bien. J'ai une question plutôt technique. Enfin, peu technique. Est-ce que ChatGPT a accès déjà aux données de 2023 ou pas? Pas Avril, encore. ouais. Enfin non, Avril, ouais. ça dépend si vous payez ou pas. Si vous payez, c'est jusqu'à avril. Sinon, c'est, je crois, encore du 2022, si je dis pas de bêtises. Et 2021, je crois. Je sais pas. Peut-être, bon, bref. Ouais. Mais cette question-là, elle est juste intéressante. Mm. Il faut se dire, alors, il y a deux choses. N'attendez pas à ce qu'il ait accès en temps réel, pour deux raisons. Parce que peut-être qu'il y aura, peut-être pas. Et puis, ça peut s'arrêter à tout moment, et ça, dans les faits, ça ne sera pas le cas. Ce qu'il a, c'est qu'il peut aller chercher sur Internet, où vous pouvez mettre des documents. Donc ça va être intéressant. Mais le mieux, c'est potentiellement de faire une surcouche, hein. Voilà, et comme ça, vous serez sûr au moins d'avoir les bonnes données sur les bonnes thématiques. très bien. Une autre question, est-ce possible de gérer de vrais systèmes d'autorisation et de couches d'accès aux données servant de base de connaissances en GPT? Selon quel utilisateur lui poserait la question? Alors, peut-être, je ne comprends pas la question, mais peut-être tu peux Si. de... Alors, ça dépend. Alors déjà, si on parle de GPT par la solution OpenAI ChatGPT, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, la réponse est c'est compliqué. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fait, et c'est comme beaucoup de choses sur le ChatGPT, hacker un peu le truc en disant il faut un mot de passe ou il faut des choses comme ça. Et ça sera jamais sécuritaire. Dans le sens, il faudra que la personne donne un mot de passe directement dans le chat. Donc en vrai, c'est pas du tout scalable. Donc la vraie réponse à ça, c'est non. C'est complètement non. Cependant, si jamais tu veux faire quelque chose comme ça en disant j'ai envie d'avoir un chatbot qui soit avec une base de connaissances qui soit assez horizontale, mais sur certains documents, eh bien, par exemple, c'est, j'en sais rien, un chatbot pour des vendeurs. Et les vendeurs, ils ont besoin d'accéder uniquement au dossier client de leurs propres clients. Et bien là, tu rajoutes une surcouche. Et en gros, ça va être un appel à une API qui va répondre de l'information sur les clients ou pas. Et ce sera la solution la plus simple, entre guillemets. Tu crées un LLM que tu fine-tunes, tu mets du RAG, tu fais ce que tu veux, qui va être spécifique avec une base de connaissances transverse. Et après, sur les données qui sont un peu risquées, et bien là, tu fais des appels classiques aux API et donc avec un petit applicatif par-dessus. Je Très pense, bien. hein. Ça serait ma réponse. Ouais, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Ouais.
Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions des participants. Vous pouvez écrire sur le chat. Sinon, peut-être une dernière question justement par rapport aux professeurs et au chatbot. On a parlé un peu, est-ce que c'est la fin des professeurs ou pas, et on recherche comment l'IA générative peut aider peut-être les professeurs à faire de la recherche, peut-être être plus innovant. En quoi elle peut aider justement à être plus performant de ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je peux commencer. Oui, si tu veux. Moi, j'ai fait une thèse, donc c'est-à-dire, en fait, parmi les choses que je peux utiliser, je peux utiliser une solution qui me permet justement de synthétiser peut-être les articles scientifiques. Parce qu'avant, je passais 4 jours à lire un article, à comprendre quelles sont les métriques qu'il a utilisées, quelle est l'architecture, avec un langage simple en fait, au début, surtout pour ceux qui commencent déjà leur thèse. Donc, pour eux, en fait, c'est très compliqué au début de lire un article scientifique, de comprendre la démarche, etc. Donc, je pense que ça peut être ça peut aider dans ce sens-là au début. Après, je peux avoir aussi une solution qui permet de m'aider à rédiger mes articles scientifiques. Parfois, j'ai des résultats. J'ai une architecture qui est prête avec des métriques, avec des résultats numériques, etc. Mais je trouve des problèmes à commencer à rédiger, à avoir de l'inspiration pour le storytelling, pour commencer à rédiger. Donc, ça peut être un accélérateur dans ce sens-là. Très bien. Ça, c'est les deux use cases qui me viennent à l'esprit pour moi. Oui, bah non, mais sur ces use cases-là, en effet, c'est un travail au jour le jour du chercheur, donc c'est intéressant. Après, sur la dimension innovation et trouver des nouvelles choses, pas simplement aller récupérer ce qui existe. Alors, il faut juste remettre un petit peu au début, c'est que la génération de choses, ça existe depuis très longtemps. C'est-à-dire que là où on a vu dès le départ les générations d'images, c'est avec les modèles GAN notamment, c'est par exemple dans tout ce qui a été étude des tumeurs du cerveau, où heureusement on n'a pas des milliers d'images, enfin on en a, mais de cerveaux qui sont sains ou non sains. Et donc en gros ce qui était fait, c'est qu'on générait des images qui étaient des cerveaux sains ou des cerveaux malades. Et donc ça, c'est fait depuis des dizaines d'années, hein, voilà. Est-ce que c'est de l'IA générative? Bon, ma réponse serait oui, hein. C'est juste que c'était pas de l'IA générative grand public, c'était vraiment pour un cas d'usage. Et en gros, ça a permis derrière de faire des avancées énormes sur la détection de tumeurs. Donc, même pour pouvoir donc l'utiliser vraiment dans la recherche en tant que telle et dans le travail de recherche et de création, oui, il y a des cas d'usage comme ça. Et demain, voilà, on en parlait l'autre jour, ça peut être sur de la génération de médicaments où on va faire de la brute force en fait. On va lui demander génère, et puis un jour, on aura peut-être quelque chose qui va sortir et on aura de la chance. Voilà, c'est un peu comme le problème de la décision, hein. C'est est-ce qu'on est capable d'avoir toutes les solutions grâce à l'IA générative? Le problème de la décision, il a été mis comme faux, hein, donc c'est pas capable. Est-ce que l'IA générative nous permettra? Alors à horizon T plus quelques années, sûrement non, mais peut-être plus tard, on ne sait pas, on verra. Eh bien, on arrive en fait à la fin du webinaire. Je tenais à dire une chose quand même très importante. D'abord, merci beaucoup pour vous deux. Merci pour la préparation qui a été faite pendant des heures et des heures et des jours même. Et je suis vraiment content de travailler avec vous parce qu'il y a quand même un travail de fond qui a été fait. Et si on ne va pas au cœur du réacteur pour comprendre comment ça fonctionne, on ne peut pas vraiment savoir comment utiliser la chose. Pour moi, c'est le principe de base de tout professeur, de tout chercheur, d'aller comprendre un peu le contenu de quoi on parle, au lieu de rester sur des exemples gadgets et rester plutôt superficiel. Donc, je tiens à le souligner. Voilà, on n'a pas des centaines de participants,
C'est un pari, hein, mais moi, je suis très, très content parce qu'on voit quand même les applications réelles de la chose. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut faire de la recherche, on peut faire des cas d'usage pratiques. C'est comme ça que les entreprises peuvent nous faire confiance, parce qu'on peut proposer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le point pour moi, le plus important à souligner au cours de ce webinaire. Merci beaucoup, Wael. Merci beaucoup, Adrien, pour Merci, ce Shaban. webinaire. Merci Shaban. Merci aussi aux participants de rester jusque-là, jusqu'à la dernière heure. J'espère vous rencontrer bientôt. Pour les personnes externes, je ne sais pas s'il en reste, le laboratoire est ouvert à tout le monde. Venez comme vous êtes, comme dit la pub, et on essaiera de collaborer tous ensemble. Merci, au revoir.